Postface, Caroline Gutmann. Le passé. Il y a toujours un moment où les fantômes se réveillent, et le plus sage est peut-être de les affronter. Deux invités et deux très beaux textes pour parler de ce sujet. Alors des textes de nature très différente, mais ils ont en commun, et c'est rare dans le paysage éditorial actuel, leur amplitude, leur façon d'embrasser l'histoire, dans ce qu'elle a parfois de plus douloureux, et de révéler les traces et les cicatrices qu'elle a laissées dans l'esprit et sur les corps de leurs personnages. Bonjour à tous les deux. Je commence à présenter votre livre, Élise Lépine, Les courants d'arrachement. Alors, j'ai fait un petit sondage. Personne ne savait ce que c'était que les courants d'arrachement. Et c'est d'autant plus donne encore plus vite de découvrir votre livre. Alors, en fait, ce sont des courants violents, redoutables, qu'il y a sur pas mal de plages, en tout cas, en l'occurrence, sur une petite plage au Maroc. Et redoutable parce que les meilleurs nageurs ne peuvent pas y résister et vont être entraités vers le large et en tout cas assurés d'une mort, voilà, impossible à échapper. Et ce sont ces courants contradictoires qui torturent votre héroïne, Reine, qui est un personnage magnifique. Bon, magnifique parce qu'elle doit affronter beaucoup de choses. Elle doit affronter son passé. Et puis, le Maroc en 55. Elle hésite entre la mort et la vie quand elle a appris la mort de son amant. Et c'est un personnage fort parce qu'elle est âpre, elle est rugueuse, elle est violente, elle est sensuelle. Et elle peut même être l'ennemie d'elle-même. Et donc, c'est comme d'ailleurs tous les autres personnages, elle est à double visage. Et puis vous avez le culot d'écrire une vraie épopée, une vraie fresque romanesque, avec des rebondissements, en entrant au cœur de vos personnages. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. Alors, en face de vous, alors je dis quand même votre identité, parce qu'il faut toujours dire d'où on vient. Donc, vous êtes journaliste, au Point, et c'est votre premier roman. Tout à fait. Hein ? Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être ici, chère Caroline. Moi aussi. Alors, en face de vous, Fabrice Lardreau, avec cette couverture que je trouve très belle, vous nous direz d'où elle vient. Les fantômes de Poltava, c'est chez Héliopole. Et là, c'est aussi un livre à la fois sombre et joyeux, parce qu'il y a une vision cauchemardesque qui va revenir en boomerang dans la tête de votre personnage, Sam Simon, le 11 septembre 1974, quand il va apprendre que Nixon a été lavé de tous ses péchés. Et là, on le voit à 50 ans, mais on va le retrouver aussi jeune soldat à 17 ans. Enfin, il va être entré en guerre à 18 ans. Et c'est passionnant parce qu'il va assister à cette scène traumatisante, on y reviendra, impuissant, et ça ne peut que le marquer toute sa vie. Et en même temps, on va voir d'où il vient, la communauté juive de Brooklyn. C'est un jeune garçon qui est culotté, qui est rigolo comme tout, qui a des bandes de copains. On découvre aussi les gangsters juifs du coin. Et puis finalement, comment il est devenu amnésique à un moment de cette histoire. Et puis comment il va bricoler avec tout ça, avec cette femme qu'il va aimer et rencontrer. Et puis bon, les enfants et toute sa vie. Et là, il y a une façon de dire les choses. D'ailleurs, je trouve que c'est commun à tous les deux, c'est que vous nous emportez dans un flux narratif, dans la vie de vos personnages. On les suit sans fioriture, on est tout de suite avec eux. Et on ne triche pas. Je ne sais pas si vous avez eu ce sentiment de lecture en vous lisant, mais c'est des livres où on ne triche pas. Oui, je pense bonjour, on a en commun dans nos deux romans d'affronter ce qu'on appelle aujourd'hui la mémoire traumatique et de développer déjà une histoire familiale sur le temps, sur les époques, et d'avoir des allers-retours entre l'histoire personnelle et l'histoire collective. En ce qui concerne mon personnage, c'est un jeune garçon effectivement de Brooklyn qui, comme des milliers de jeunes Américains, décide de s'engager après l'attaque de Pearl Harbor. Donc il a au début un sursaut patriotique, il se retrouve à Manhattan devant les bureaux de l'armée, il est trop jeune, il a 17 ans, on le refoule, on lui demande l'autorisation de ses parents. Sa mère ne veut pas. Sa mère le lui refuse. Et en plus, il a les pieds plats. Il a tout contre lui. Il a des contraintes physiques. Il va travailler pendant 1 an, je les ai visités sur le chantier naval de Brooklyn, qui n'existe plus aujourd'hui. Et après, il va partir. Alors, je voudrais juste vous poser une question à tous les deux. Oui. En fait,
le point de départ, il y a une source, c'est un personnage réel. Alors, vous, Élise Lépine, vous parlez à la fin de votre vie de votre grand-mère, Suzette, qui racontait une histoire en la transformant tout le temps. Donc, ça, c'est le pouvoir du romancier, de la romancière que vous êtes. Mais cette grand-mère, elle est un personnage, elle est reine, elle est qui dans l'histoire? C'est pas Reine, et c'est pas la vie de ma grand-mère que je raconte Mhm. avec Reine. J'ai simplement, emprunté à ma grand-mère un parcours, géographique et certains traumatismes. Elle a Mhm. effectivement vécu au Maroc, au moment de son adolescence. Elle vient aussi d'un milieu très pauvre qui a été Mhm. fracassé par la guerre et cetera. Elle a perdu beaucoup de points communs et Ouais. néanmoins beaucoup de différences aussi. Et ce que j'ai hérité d'elle, c'est d'une part, l'inspiration de l'histoire d'une femme et Mhm. aussi, de traumatisme, parce que je voyais bien que c'était quelqu'un qui était hanté, traversé par des choses un peu étranges, un peu cataclysmiques, des grandes Ouais. colères, beaucoup d'amour et je me disais: «D'où est-ce que ça vient?» Et puis j'ai aussi hérité d'elle, la liberté de réinventer sans arrêt Mhm. des choses jusqu'à ce qu'on puisse complètement se les approprier et Ouais. puis les verser dans la fiction sans trop s'inquiéter de, voilà, alors Mhm. ça nécessite de s'arranger un peu avec soi-même ou, en se disant: «Bon, j'écris une fiction. En même Ouais. temps, ma grand-mère est là. Je peux pas faire un tri, rigoureux de tout ce qui est vrai ou faux, Mhm. mais elle est à la fois là et absente. C'est à la fois une fiction et en même temps, je dois beaucoup à cette femme». Ouais, c'est un fantôme qui veille sur C'est ce un roman. fantôme qui Ouais, c'est veille, tout très à beau, fait. ça, Oui, vraiment. Et oui, elle a cette impulsion romanesque. Elle vous a oui, donné ça. elle me l'a donné. Elle vous l'a donné. Alors, autre affaire avec vous, Fabrice Lardot, c'est Oui. que Sam, il a existé. Il a existé, Et je vous le l'avez fais intervenir rencontré. sous son nom, enfin Sam Simon. Mhm. Il se trouve qu'en fait, il était le père d'une très bonne amie à moi, donc une Américaine qui s'est installée à Paris, mariée avec mon meilleur ami, et qui est effectivement originaire de Brooklyn. Et lorsque Sam Simon venait voir sa fille, on s'est retrouvés une première fois à un dîner de Thanksgiving. Et je dis toujours que si on parle de coups de foudre amoureux, il y a aussi des coups de foudre amicaux. Il y Mhm. a des gens qui entrent dans une pièce, il se passe quelque chose, je ne saurais pas décrire quoi. J'ai aimé son sourire, j'ai aimé cette manière solaire, bienveillante, drôle Il est généreux et d'arriver drôle, dans hein. cette pièce. On le sent tout de suite. Et je revois vraiment cette pièce, mes amis habitent avenue Doménil, je revois la Mhm. lumière de cette pièce, sa texture, ses volumes. Je le revois s'asseoir en face de moi. Et puis dans le repas, peut-être après 2-3 verres de vin, on a commencé à discuter. Il a dû dire, voilà, j'ai été aviateur. Mhm. J'ai participé à la guerre. Tout de suite, ça m'a Mitrailleur. fasciné. Enfin, c'est-à-dire que Ouais. j'ai enregistré l'information. Je pense qu'il y a des informations qu'un romancier n'enregistrerait. Il n'entend jamais ça par hasard. Enfin, il y a des choses, voilà, il se passe quelque chose. Mhm. Et puis voilà, je le voyais tous les ans. Et un jour, je lui dis ça, moi j'aimerais bien que vous me racontiez votre vie, j'aimerais bien vous interviewer. Mhm. Donc il a accepté. Et je me revois là, cette fois-ci, dans la cuisine. J'ai souvent une mémoire visuelle, moi, des Mhm. scènes. Il était en face de moi, comme ça. Mon téléphone a été posé au milieu de la table et l'interview a commencé. Voilà, il m'a raconté ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire son Mhm. enfance à Brownsville, qui était le grand quartier juif de New York dans les années 30 et 40. Un quartier qui était comme marqué par la présence d'une mafia Une vraie extrêmement mafia. violente, Mhm. qui était des tueurs à gages, qui Mhm. semait la terreur à Brownsville. Voilà, il me raconte tout ça, il me raconte sa guerre, son enrôlement. Et puis, ce qui n'était pas du tout prévu, moi j'avais une vision assez conventionnelle de la guerre, c'est-à-dire que moi, j'ai grandi dans les années qu'on appelait les 30 glorieuses, donc des années de Mhm. paix, de prospérité en Europe, en Occident. Et la guerre, je ne la connais qu'à distance, je la connais par des images et surtout par des films d'ailleurs, plus que par Mhm. des romans. Et donc je lui posais des questions de cet ordre-là, des questions de bataille, notamment de bataille aérienne. Bon, il m'a raconté tout ça. Et puis, à un moment, comme le ton a changé, j'ai vu son visage un peu, j'ai ça en souvenir, son visage un peu se décomposer, Mhm. devenir livide. Et là, il me raconte ce qui s'est passé, ce qu'il avait vécu à Poltava, en Ukraine. Ce qu'on ne dévoilera pas tout de Ah voilà, suite. où il a été envoyé en juin Ouais. 44 et la conversation a pris une autre tournure, si ce n'est que sur le moment, je ne sais pas ce qu'il en est pour Élise, mais quand on vous raconte des faits d'une telle violence qui sont Mhm. très éloignés de vous, sur le moment, il y a une espèce On d'effet est de sidération. ouais, C'est-à-dire qu'en fait, anéanti je n'ai pas presque. compris, je n'ai pas enregistré ce qu'il me racontait. Il me regardait en me disant, mais Et, can you believe it? Est-ce que vous pouvez et croire? vous êtes le premier à qui il l'a Oui, raconté, oui, hein. ça, C'est c'est ce que ça. j'ai compris On est... beaucoup plus tard. Ouais. Il l'avait Et jamais dit, parce que non, d'ailleurs, c'est intéressant. Autour de lui, en fait, tous les copains ont disparu. Alors, est-ce qu'il y a oui, une honte commune? Je ne sais pas. En tout cas, il y a un traumatisme.
mais il aimerait retrouver d'anciens copains dans le récit. Puis ils ne sont pas là, ils sont Ils ne se sont disparus. jamais revus. Ils ne Alors, sont jamais revus. non, mais je pense que ce qu'ils avaient vécu à Poltava, enfin en Ukraine, était insoutenable pour eux et ils Ouais. n'avaient aucune envie Et c'était plus possible de se revoir. retrouver. Il fallait Ouais. oublier. Ouais. Oublier. Et il va avoir une période d'amnésie. Ça, vous le Bah après, racontez, c'est hein, des ça, on le- discussions. Ouais. C'est tout le. Moi, j'ai beaucoup. Enfin, j'ai eu la chance de rencontrer Boris Cyrulnik il y a quelques années pour Mhm. l'interviewer et de le lire sur tout ce qui est le destin, les mémoires traumatiques. C'est comment des Mhm. faits insoutenables évoluent Ouais. dans un personnage et comment on peut continuer à vivre et quelle stratégie, notamment narrative, quelle histoire on se Mhm. raconte pour rendre acceptable, pour continuer à vivre avec les autres Ouais. des faits qui sont hors de l'humanité. Alors, il y a chez vous deux, d'ailleurs, une densité dramatique très forte et une ouverture. C'est qu'on rentre dans le roman, et ça, c'est rare, parce que c'est toujours parfois maquillé, on présente le personnage, le décor, et là, on rentre en plein à vif, même dans le sang, dans l'odeur du brûlé, dans les corps calcinés. Enfin, il y a quelque chose de terrible. Et donc, voilà, déjà avec Élise, vos deux premières scènes, qui sont très, très fortes, c'est les deux époques qui vont se mêler. Donc l'époque de l'enfance de Reine et cette scène de sa mère. Et là, c'est quand même du culot de réussir à faire une scène comme ça dès l'entrée d'un roman. Oui, Fabrice parlait de mémoire traumatique et effectivement, l'expression est dans mon Mhm. roman. Ouais. C'est probablement anachronique parce que je pense pas que les gens pensaient la mémoire traumatique en 1955. Ouais. Mais en fait, cette femme se trouve à un moment de sa vie Mhm. particulier, au lendemain d'une nuit où elle a appris que l'homme qu'elle attendait depuis des années ne reviendrait jamais la chercher et ça Ouais. chamboule et ça l'oblige à réécrire toute son existence très vite alors qu'elle ronronnait un peu quand même. Ouais. Et en fait, elle se retrouve face à une pulsion de mort qui d'un coup la saisit, où elle se Mhm. dit je vais me laisser aller dans l'eau et je vais Mhm. disparaître de ce monde, je peux pas. Et en fait, on a presque l'impression, en tout cas en écrivant, j'avais l'impression que pour se réveiller et peut-être trouver une façon de rejoindre la plage et reprendre le combat de sa vie, eh bien en fait, son corps a une espèce de tentation de se remémorer les pires moments, de se Ouais. dire mais tu as déjà vécu des choses épouvantables, tu as déjà survécu, tu as déjà surmonté, remémore-toi Ouais. tout Et ça ce qui est et peut-être magnifique, que tu vas ouais. trouver la clé pour repartir. Je vais d'ailleurs le lire, cet extrait. Le cœur de Reine bat fort, le ressac du sang dans son corps l'assourdit. Elle ignore si elle rêve ou si elle se souvient. Pourquoi faut-il qu'elle revive maintenant sur ce rocher, à un jet de pierre d'une mer indifférente, les vieux tourments? Pourquoi doit-elle solder dans ce grand nulle part, sous un soleil de plomb, les contes de l'ancien temps? Et cet ancien temps, là, ce que vous faites très bien vivre, c'est toutes les sensations de cette femme. Les sensations amoureuses, toutes les scènes d'amour sont très belles. Sa peau sur ce rocher qui la blesse, et puis ses souvenirs qui reviennent et qui la blessent. Et il y a ce souvenir terrible de sa mère où on peut comprendre, enfin par petites bribes par la suite, que c'était une belle femme et très aimante par rapport à un père qui aura beaucoup de défauts, hein, on ne le dira pas trop. Et elle est petite fille dans une famille pléthorique qui sont pleins, dans une famille misérable, hein, c'est vraiment la misère qu'on voit et que vous dépeignez très très bien. Et il y a sa mère qui est tellement heureuse, vous nous racontiez cette scène, parce qu'elle est une lessiveuse, c'est son bonheur, parce que c'est le progrès qui rentre là, dans le monde de la misère, avec tous ces petits-enfants partout. Et elle est tellement heureuse avec cette lessiveuse, elle a mis le linge, et puis l'eau va la brûler complètement. Et c'est une scène terrible. Et voilà, et tout y est, l'odeur de la graisse dont la petite reine se souvient, parce qu'on essayait de la sauver de En la lui mort. appliquant, Ouais. Et la beauté de cette femme, enfin, cette espèce de façon dont elle va sombrer dans la mort, hein, se laisser mourir, en mettant, enfin, en ayant tous les êtres qu'elle aime autour d'elle. Ça, c'est... je sais pas Oui, comment oui, vous avez c'est- dit que c'est cette scène qu'elle allait ouvrir, quoi. Je me suis dit que j'allais travailler de manière chronologique parce que c'est un peu la difficulté quand on écrit un roman qui se passe Ouais. par strates, qui se Ouais. superpose un peu. D'ailleurs, vous le faites très bien aussi, Fabrice. Ouais. C'est-à-dire que ce narrateur dans votre roman
raconte ce qu'il a vu, comment il s'est engagé, mais en même temps, il parle Il y a son aussi enfance qui de revient. ses enfants Oui, à oui, lui oui. plus Il y a des tard, de quand allers-retours, sa fille a eu Il y a des allers-retours, l'appendicite. Oui, Et oui, j'ai oui, beaucoup aimé justement la façon dont vous superposez ces Mhm. strates. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait aussi, mais ça nécessitait à la fois de me laisser aller à faire des allers-retours entre passé et Mhm. présent. En même temps, je me suis dit, si je ne fais pas de manière chronologique les souvenirs, ça va être trop pour moi là. Ouais. Je vais m'embrouiller. Mais voilà, c'est une scène qu'il a quand même. Voilà, Mais et, c'est la scène inaugurale et puis surtout inaugurale, cette et- lessiveuse vient elle a été offerte par l'oncle du Maroc chez qui ouais, Reine chez qui ira il y a habiter. Roger qui est Et il y a un. une forme de présage aussi Ouais, dans ouais. Il y a beaucoup dans de signes, cet hein, accident. d'ailleurs. Voilà. Toute l'histoire, il y aussi aura un des livre de signes avant signes. qu'Aurore. Et Mhm. elle a l'affût de ces signes, elle les comprend parce que elle a cette faculté, et ça on verra, Reine, euh, de fuir, enfin, elle a un sens de la vie, elle a un sens de la survie et de partir quand il le faut, de fuir. Et elle observe, elle voit tout. Elle a un œil au laser, elle voit tout ce qui se passe autour d'elle, l'ombre de ce frère Gustave dont on parlera, qui est très intelligent et dangereux. Tous les personnages autour d'elle, elle les a complètement décryptés déjà. C'est ça qui est C'est une étonnant. survivante en C'est une fait. Elle a survivante. des instincts Ouais, de guerrière un peu d'une ouais, certaine façon. Ouais. ouais. Alors là aussi, Fabrice Largot, le premier souvenir qui va venir à Sam, c'est cette scène terrible, cette déflagration qui a ruiné sa vie. Et là, c'est assez beau la façon dont ça va arriver. Il est avec sa femme Rose, qu'il adore, et qui est pleine de vie aussi. On Ouais. la sent aimante quand il pense à elle, quand il est sur tous les bateaux et tous ces voyages de guerriers. Il y a Rose qui est toujours là. Et là, ils sont près d'un aquarium, enfin voilà, avec son fils et sa fille. Et je lis le passage. Le ciel s'est couvert, c'est du moins ce que j'ai perçu. La mer a pris une couleur verte, vague végétale, ondoyante, et comme si la terre figeait les flots, un immense champ s'est dessiné, Poltava. J'ai d'abord vu les carcasses d'avions, les bâtiments détruits, les tranchées en périphérie, puis les spectres, les morts vivants, je ne sais quel terme employé, sont apparus. Ils se tenaient la main et progressaient en ligne droite, bien sagement, hommes, femmes, enfants. J'ai entendu très distinctement leur chant. On n'en dira pas plus. Mais c'est une scène tellement terrifiante que là, elle ravage sa vie, à nouveau. C'est un écho un petit peu comme s'il y avait eu un tremblement de terre et qu'il y avait des répliques. Euh, Peut-être, donc mon personnage, c'est la scène qui est au centre du livre. Je ne sais pas jusqu'où on peut la On lira, déflorer aujourd'hui. on en parlera un petit peu plus tard, je juste préfère, peut-être parce qu'il ne le dit expliquer pas tout de suite, il Non, n'arrive non, pas à bien sûr. l'exprimer tout de suite. En fait, le contexte, c'est que il s'est retrouvé à Poltava, donc qui est à 240 km au sud-est de l'Ukraine, enfin en plein dans le conflit actuel. À la fin de la guerre, Non, pas à la fin de la guerre, en juin 44. juin 44, mais enfin c'est quasiment, je veux dire, c'est quand même bon. On était déjà avancé dans le conflit, il y avait Oui. le débarquement. Oui. Et la mission en fait Frantic, ça a été l'unique cas de collaboration militaire d'ampleur entre soviétiques et américains. Mhm. Staline avait autorisé des bombardiers alliés à atterrir en Ukraine sur 3 bases. Le principe, c'était qu'en fait, ils collaient d'Angleterre, d'Italie, ils allaient vers l'Est, ils bombardaient l'Allemagne, ils arrivaient en Ukraine où ils étaient rechargés en kérosène, en bombes, Mhm. et repartaient dans l'autre sens vers l'Ouest pour à nouveau rebombarder l'Allemagne et se poser en Angleterre. Et donc, il s'est retrouvé en juin 44 avec toute une escadrille à Poltava. La nuit leur arrivée, et tout ça est authentique, ils ont été bombardés par les Allemands qui ont quasiment tout détruit. Mhm. Et il fallait le lendemain que les avions redécollent, sauf que le champ sur lequel ils étaient était truffé de mines antipersonnelles. Mhm. Donc, comment déminer Mhm. Voilà, j'en dirai Voilà. pas plus, Pas plus. le terrain pour qu'ils puissent redécoller. Et à partir de là, effectivement, votre vie change, c'est-à-dire que vous vous emmagasinez quelque chose qui marque un avant et un après. Mhm. Et comment continuer c'est l'enjeu également du roman d'Élise. Mhm. Encore une fois, je parlais de stratégie. Je ne suis pas du tout neuropsychiatre, je n'ai aucune légitimité en la matière, mais Mhm. je pense qu'on est tous confrontés à des degrés divers, à des scènes difficiles qu'on peut éprouver ou que nos proches éprouvent. Et voilà, on se raconte des histoires, et ces histoires surtout évoluent. Quand je parlais tout à l'heure de Boris Cyrulnik, moi, ce qui m'avait fasciné, c'est le récit qu'il a fait au fil du temps de comment il a échappé à la déportation dans la synagogue de Bordeaux en 42 ou 43. Le récit qu'il a d'abord fait de ces circonstances est très différent aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, la vraie version
de ce qu'il a réellement vécu, qui est évidemment bien moins facile, qui est douloureuse, a surgi quasiment malgré lui. Enfin, cette mémoire traumatique aussi, elle a cette capacité à surgir à votre insu. C'est ça c'est qu'on ne contrôle plus rien. C'est ça, moi, je crois, qui détermine mon personnage, c'est qu'il y a un moment où tout ce que vous voulez mettre sous le boisseau, tout ce que, avec une grande constante, une grande volonté, Ça vous ressort. arrivez à écarter, vous ne regardez pas de films sur la guerre, c'est pas possible. Il y a un C'est- moment où, malgré ça- vous, Ça ressurgit. exactement, les souvenirs ressurgissent. Et Ouais. donc là, comment les appréhender? Et mon personnage, comme disait Alice tout à l'heure, la mémoire traumatique, on en a, je pense, peut-être commencé à parler à partir du Vietnam. Et donc, de fait, moi, mon personnage s'est retrouvé, mais vraiment en dernière extrémité, parce que c'était pas du tout évident pour lui, pour un homme qui était né en 1924, de consentir à aller voir un psychiatre. Enfin, c'est complètement impensable pour quelqu'un qui se faisait une certaine idée de la virilité de l'homme dans ces années-là. Et il se retrouve dans des groupes de parole aux vétérans d'hôpital de Brooklyn parce que il n'arrive plus à vivre. Le moindre bruit le fait sursauter, la moindre déflagration sonne comme un écho de ce qu'il a vécu. Et à partir de là, quand vous ne fonctionnez plus socialement et individuellement, vous vous en mettez entre les mains des gens dont c'est le métier et les compétences. Oui, absolument. Alors, vous explorez tous les deux des milieux, et je pense au passé de Rennes. Je trouve ça passionnant. Lisieux, le milieu misérable où elle est, avec l'usine, avec donc toute cette marmaille, enfin, où c'est vraiment la misère, sans que ça ait un côté misérabiliste du tout, parce que tout se tient. Et Rennes, au milieu de tout ça, qui est tiraillée et qui souffre du ventre. Sans arrêt, elle a des douleurs abominables au ventre. Et on sent que c'est tout ce qu'elle porte en elle. Oui, c'est quelqu'un, Reine, qui a du mal, mais dès l'enfance et avant même d'avoir vécu ce premier Ouais, traumatisme de la perte de sa mère, elle a du mal à exprimer ses émotions. ouais, Ça, c'est aussi quelque chose pour quelqu'un comme moi qui a eu un enfant dans les années 2020 et qui ouais, a du coup connu ouais, les recommandations d'éducation positive, ce que vous dit un bébé avant même d'être ouais. né, après la naissance. On découvre le monde incroyable Mhm. de l'impensé des enfants, de ce qu'ils formulent, leur communication. Et on se dit, moi je pensais à mes deux grands-mères et je me Ouais, disais, mais c'est fou parce que ces enfants-là étaient quand même élevés d'une façon complètement différente et nous couvraient d'amour par ailleurs, ouais. mais avaient vécu voilà, dans un monde où on leur demandait ni leur avis, ni leur Rien. personnalité, ni leur... Rien du tout en fait. Et on les aimait quand même. C'était Oui, pas, les deux oui. n'étaient pas, ne témoignaient pas l'un de l'autre, mais simplement, je me disais, c'est vrai que cette petite fille grandissait comme ça. Elle a des douleurs au ventre parce qu'elle garde beaucoup d'émotions. Et Ouais, plus elle va avancer dans la vie, et plus il va falloir qu'elle apprenne à les garder tant et plus. Et ouais. avec de moins en moins de personnes pour l'aider à aller mieux. Ou voilà, Oui, elle le est monde livrée, s'effrite on autour voit bien d'elle. qu'elle est livrée à elle-même. Alors, il y a Oui, un petit bébé, il y a son ouais. frère qui a 17 Il y a ans, plein sa sœur d'enfants. Béatrice qui a 15 ans, Ouais. ils sont je sais pas combien. Ouais, ouais, ils veillent les uns C'était, sur les autres aussi. et elle, ouais, C'est pas des enfants qui sont ni extrêmement brutalisés, ni extrêmement délaissés. ouais, C'est une fratrie qui qui fonctionne. Mais quand fonctionne. la mère disparaît, en fait, Tout va se, tout vacille. tout Voilà. vacille. Alors, elle a l'amour de sa vie, c'est quand même sa petite sœur Zélie Mm. qui va. Alors, ce qui est très beau aussi, c'est que vous montrez, elle est blonde, alors elle a cette beauté qui est une force et un poids terrible pour elle, parce que cette Madame Rouge qu'on va découvrir, qui est une famille juive, qui est une femme généreuse, qui va visiter justement les pauvres, entre guillemets, Mm. mais qui va prêter assistance, enfin, qui Mm. soigne aussi, qui guérit, dit-on. Euh, elle est frappée par la beauté de Reine. Et Zélie, qui est peut-être moins jolie, qu'on va dire la noiraude. Et déjà, on parle beaucoup, d'ailleurs, dans vos deux livres, il y a du racisme, il y a une façon de stigmatiser l'autre. Et quand elles vont être adoptées, entre guillemets, parce que le père est complètement dépassé par les événements, et puis il est bien content de se débarrasser de ses deux filles, Rose et Zélie, elles vont aller dans des écoles privées, enfin, avant la guerre de 40 et tout ce qui va se passer. Voilà, elle est désignée, Zélie, qui est plus petite, comme la petite Noiraude, Mm. elle est méprisée. Oui, on dit souvent que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde, Mhm. et c'est pareil pour la laideur en fait. Et Reine, assez tôt,
se rend pas vraiment compte parce que c'est pas Mhm. un sujet dans sa famille de savoir est-ce que les gens sont beaux ou pas beaux. Mhm. Et puis, à un moment donné, elle comprend que Madame Rouge a vu quelque chose en elle et Ouais. a eu envie de l'adopter, de la prendre chez elle, de la chérir et puis de prendre sa petite sœur et qu'elle aime beaucoup ces deux filles, en Ouais. fait, qui deviennent vraiment ses enfants. Oui. Et en Ça, elle va fait, enfin avoir une famille. voilà, Ouais. et Ren se rend compte que on peut la voir comme belle, qu'on peut voir sa sœur comme laide, que finalement tout Mhm. ça. En fait, moi, en l'écrivant et quand je décrivais le visage de Ren, je me disais, mais est-ce qu'elle est vraiment si belle que ça, Ren? Est-ce que vraiment Mhm. c'est une beauté splendide, ou est-ce que c'est quelqu'un qui a compris qu'elle pouvait avoir marqué l'autre, en Ouais. tout cas avoir une présence, avoir quelque chose, un charisme. Elle aimante. Elle a pas une beauté plastique absolue, Non. mais elle aimante, voilà, elle plaît et elle fait quelque chose de ça parce que ça rentre dans son arsenal Ouais. d'armes de Oui, survie parce que ça qui fait lui ont oui. été données. Oui. Et elle veille sur sa petite sœur parce qu'elle trouve très injuste, et je trouve que moi aussi que c'est très injuste, Ouais. le regard qu'on porte sur les gens et ce qu'on leur fait porter. En fait, en leur disant tu ressembles à ci ou tu ressembles à ça, tu n'es pas belle ou tu es très belle. Tout ça est absurde. Ouais, Et en ouais. fait, ça marque la destinée des gens. Ça marque la Et Ouais. on la verra après au Maroc. D'ailleurs, c'est beau parce qu'elle va être en but à plusieurs femmes, sa tante Estelle, et puis la mère de l'homme qu'elle aime, qui est quand même quelqu'un de alors, famille de grands protestants, Oui, pasteur, et qui la trouve vulgaire. oui. Et puis elle a quelque chose de très sensuel, donc Mm. des femmes jalouses peuvent pas le supporter. Il y a ça aussi, et ça, je trouve ça très très bien montré. Et puis bon, elle va. Alors de l'autre côté, on y reviendra. Sam, il va découvrir le racisme quand il y a un Oui, moment où il oui. prend le car, et il Oui, peut oui, pas oui. comprendre pourquoi. En fait, il n'était pas sorti de Blancheville jusqu'alors, donc il Mhm. connaissait que sa ville, son quartier. Ouais, Et dans les divers endroits où il a d'abord fait sa formation avant de partir combattre, il est envoyé en Floride. Ils prennent le train et là, il m'a raconté, c'est assez sidérant. Ils se retrouvent dans un wagon sans siège. mhm, On leur dit bah, mettez-vous par terre, dormez sur vos sacs. Puis ils regardent le wagon d'à côté où ils se rendent compte qu'il y a juste des sièges et juste deux soldats, mais deux soldats noirs, deux soldats afro-américains. Donc ils ont le réflexe, ils sont jeunes, d'aller les voir, de discuter avec eux, d'échanger des cigarettes, des plaisanteries, donc tout se passe très bien. Sauf que les gradés interviennent, leur disent que c'est pas possible. Dans une société ségrégée, c'est impensable. Ils ont été limite de se battre, enfin c'était limite. La police militaire a été appelée, le train a été arrêté, et on les a reséparés, voilà, parce que les contacts n'étaient pas permis. mhm. Et quand il était en base en Angleterre, de la même manière, là j'ai appris ça en revisitant les vestiges de la base, les soldats noirs n'avaient pas de contact avec les soldats blancs, on n'autorisait pas les soldats noirs à piloter des avions, on n'avait pas confiance. Enfin, voilà, la ségrégation Elle était là. voyageait avec l'armée, même si on voulait bien d'eux pour combattre quand même. C'est ça qui était fou, c'est que il y avait des toilettes séparées, des vies séparées et une hiérarchie sociale extrêmement monstrueuse sur place. Quand il fallait, par contre, les envoyer au combat, il n'y avait pas de problème, là, il n'y avait plus de ségrégation. Ils étaient comme bons pour faire de la chair à canon. Donc voilà, mon personnage découvre tout ça. Il faut dire Et- quand même, parce que ça c'est une partie très intéressante, c'est quand il raconte ses souvenirs de Brownsville, Oui, avec son copain Sam Weiss, sa rencontre avec Rose, et puis il va rencontrer pendant ses combats Larry, qui est un personnage Oui, Larry. obsédé sexuel, qui est assez rigolo, et qui lui est obsédé par les et qui n'a pas gangsters, existé pour le coup là. les puisque- gangsters juifs. Oui, oui. C'est par la mafia. C'est Alors vrai, vous parlez ouais. de Kid Twist, c'est un monstre. Enfin bon, C'est c'est très intéressant ce qu'il Bah, vous en fait, raconte là. je voulais un petit peu faire un peu la housse à la chronique d'un quartier, qui Ouais. était Brownsville. Mais c'est très intéressant. je trouve. Brownsville n'existe plus tel que je suis allé sur place il y a une petite quinzaine d'années en fait. Ouais. Aujourd'hui, c'est un quartier afro-américain et portoricain qui est quasiment des plus dangereux de toute l'Amérique. Il y a une Mhm. criminalité et une pauvreté surtout sidérante. J'ai été hébergé, moi, à Flatbush quand je suis allé pour ces repérages. Et ma logeuse, Donna, je lui dis un matin, bah, aujourd'hui, je vais aller à Brownsville. Et j'ai vu, c'est juste s'écarquer, me dit, mais je ne vous laisse pas aller à Brownsville tout seul, Fabrice, hein, je vous accompagne. Hein. Donc elle m'a accompagné gentiment en voiture. Et voilà, le quartier, il ne reste plus de ce que mes personnages connaissaient que l'école communale et la bibliothèque. Mhm. Des vieux bâtiments un petit peu de style Tudor, un petit peu qui donnent un peu l'impression d'être dans les maisons anglais. Enfin, tout le reste, c'est ce qu'ils appellent des projects. C'est ces grandes tours assez froides de ce quartier. Et donc, effectivement, je voulais aussi faire la chronique d'un quartier. Et le Ouais. quartier, dans les années 30 et 40, pendant lesquels mon personnage a grandi, était effectivement sous la coupe réglée de cette mafia qui cherche à embaucher. Donc, tous les jeunes
C'était assez Bah, fréquent dans la rue ouais. qu'on aborde Il a son copain Sam qui va échapper à une ça. berline arrivait Ouais. comme ça à petite vitesse, une fenêtre était baissée. Ouais, viens là, par là, toi, viens Mhm. voir. Ça dirait pas de gagner un peu d'argent, donc les gosses venaient comme ça et beaucoup d'entre eux disaient oui pour aller surveiller Surveiller, ouais. pendant qu'ils menaient leur Les hommes. leur triste besogne, hein. Alors, on va avancer dans vos histoires et dans la dramaturgie de vos histoires Ouais. et de Reine qui va vivre donc plusieurs traumatismes, dont l'amour pour les rouges. Et vous décrivez, après avoir très très bien décrit, moi je trouve la misère voilà, de ce monde de l'usine, de ces gens qui n'ont pas d'argent et qui quand même sont soudés. Euh, Elle est avec cette famille, c'est quand même les siens. Et bon, bien sûr, il va y avoir délation, on ne dira pas qui. Euh, et déjà, la haine antisémite qui monte, hein, il y a plusieurs scènes terribles, des excréments qui sont mis près de l'appartement des Rouges, et puis eux qui vont prendre conscience du danger et qui vont tout faire pour protéger les deux petites. C'est ça qui est très, 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 très beau, je trouve. Mhm. Et il y aura bon, une scène, et ça on peut peut-être le dire, terrible pour Zélie, qui va être tuée, mais ça on le sait assez vite. Et elle va, Reine, porter cette culpabilité sans cesse, et elle va résonner en écho avec celle de son amoureux, Jean, qui est un magnifique personnage, un immense garçon, qui a des belles mains, qui est beau, 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 qui nage très très bien. Donc il y a quelque chose de beau quand elle le voit nager, et qui porte la culpabilité aussi, parce qu'ils ont été dénoncés par la Gestapo, de son père et de son frère. Mhm. Lui s'en est Oui, sorti, et non. et son père et son frère ne s'en sont pas sortis. En Mm. fait, c'est vraiment des morceaux d'histoire avec un grand Ouais, H que ouais, j'avais envie de ouais. raconter et d'incarner à travers deux trajectoires de vie Mhm. très différentes. D'un côté, cette femme qui, petite, est adoptée par un couple de juifs Mhm. qui l'aiment énormément, Mhm. mais qui sont rattrapés par l'antisémitisme de leurs voisins et anciens amis, qui d'un Mhm. coup sont gagnés par cette rage et Mhm. qui cassent tout, qui volent tout, qui détruisent tout. Et puis ensuite, voilà, cette petite sœur qui disparaît au gré des bombardements ensuite. Enfin, Mhm. ça peut paraître, on peut se dire, mais enfin, ça fait beaucoup. Mais non, Non, en fait, les gens ont non, vécu on ça. a Les vécu gens ont ça. vécu ça. Et Et elle est portée par le destin. Elle sait qu'à un moment, il va falloir qu'elle parte. Et elle va accepter de rejoindre cet oncle Roger au Maroc. et d'être propulsée dans un tout autre milieu. C'est ça Tout qui est autre étonnant. milieu Et un qui brasse milieu, d'autres personnes. C'est là et qu'elle avec va beaucoup de choses rencontrer Jean, fallacieuses aussi. Hein. qui voilà, qui est aussi poursuivi par ses propres souvenirs, son jeune Ouais, amant, ouais. qui lui Et, effectivement est un fils de pasteur ouais. résistant, qui a été tué par la Gestapo avec son fils, son plus jeune fils, et ce garçon est parti avec sa mère s'installer au Maroc pour reconstruire une vie, Mhm. et il hérite aussi comme reine, il est poursuivi par ces fameux fantômes Par ces fameux fantômes. du passé. Et là, je trouve que tous vos personnages sont intéressants parce qu'ils sont souvent doubles, même triples. Il y a cette tante Estelle. Roger, l'oncle, est un homme bon, on peut le dire. Mais Estelle, sa femme, elle a vécu d'ailleurs le cauchemar de fausses couches Ouais. répétitives, Mm. et elle est devenue totalement aigrie et néfaste. Ouais. Hein, c'est vraiment le personnage néfaste. Et finalement, Rose, qui devrait lui apporter Reine, qui devrait lui apporter du bonheur, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi parce que là, on revient sur cette question, c'est une femme qui Ouais, arrive. Le mari d'Estelle, Roger, est assez maladroit. Il a vu sa femme se racornir, en fait, parce qu'elle ouais, n'avait pas d'enfant, que c'était le rêve de sa vie. Et il a toujours essayé de trouver une façon de ouais. lui faire un enfant autrement, lui apporter un... Alors, il a Mhm. essayé d'aller dans les orphelinats, etc. Puis là, il se dit, tiens, ma sœur, elle avait plein d'enfants, je vais en prendre un. Et la seule qui veut partir, C'est c'est cette jeune fille parce que... dans son adolescence radieuse et sa Ouais, féminité déjà très ouais. affirmée Elle est qui débarque. flamboyante, elle est Et magnifique. Estelle, qui n'avait que sa beauté comme dernier triomphe, en Ouais, fait. ouais. D'un coup, c'est comme dans le conte de Ah Blanche-Neige. oui, C'est plus elle, la elle plus belle devient du maléfique. royaume. Ah oui, Et donc, reine, forcément, il va falloir qu'elle passe à la caisse à un moment ouais, donné ouais, pour cet affront. ouais, oui. Et là, bon, c'est Et encore une fois les effets de il va y la avoir façon dont beaucoup on d'histoires regarde les très, autres. très intéressantes parce qu'elle va épouser un homme qu'elle n'aime pas. Mm. Enfin bon, ce qui lui permet de rester dans cette famille. Et François, qui est aussi un personnage
très sombre, on va le découvrir, alors qu'il paraît apparemment sans problème. Enfin, ça peut être le petit mari idéal, confortable. Il n'est pas du tout, du tout, parce que la guerre l'a aussi beaucoup La guerre est abîmé. passée par là. Lui, il est allé en Indochine. Et puis, moi, un personnage que je trouve très fascinant, c'est le frère qui va revenir, Gustave, qui est l'ombre, qui est dans l'ombre de Rennes, et qui est un beau personnage, parce qu'il a une faculté de s'assimiler, lui aussi, de Oui, rebondir. il est un peu comme elle. Il est un Il peu a comme aussi elle. ce charme, Ouais. c'est presque un héritage qu'ils ont ensemble, ou quelque chose, un point Ouais. commun de frères et sœurs. Chacun Ouais. est très charmant et attirant. Ouais. Et ils n'en font pas le même usage, et surtout, il n'y a pas les mêmes ressorts qui travaillent dans l'ombre de leur charisme. C'est-à-dire que lui, c'est un charisme malade, assez toxique. Elle, c'est un charisme plus lumineux, et c'est quelqu'un qui est traversé par la cruauté, mais qui est aussi traversé par des bontés et une forme de moralité qui n'appartient qu'à elle, mais qui quand même fonctionne selon une boussole qui est relativement juste. Elle a un ancrage qui est quand même sa fille. Elle a un ancrage Rose. qui est sa fille. Elle a été aimée, en fait, Reine. Elle a été aimée. plus aimée. Elle a eu les rouges, elle a eu sa sœur, elle a... Et puis sa fille Rose qui va venir l'attacher au monde. Voilà, qui la Et Jean rattache au aussi. monde. Et Jean, et le souvenir de Jean qu'elle ne peut pas trahir. Voilà, donc il y a tout un suspense, et on ne dira pas, mais elle est tiraillée entre le fait de partir dans les flots et de mourir, et en même temps, elle a la vie qui la retient, et elle a besoin d'affronter ses fantômes. Oui. Et cette période sur ce rocher des condamnés, c'est une façon de faire face à son histoire que je trouve très belle. Alors, pour notre Sam, je fais des grands écarts. Sam, ce que je trouve très beau dans sa façon de vous raconter sa guerre, et moi ça m'a frappé, c'est que il voulait, dès 17 ans, partir. On l'a dit, être volé et être tirailleur. Enfin, voilà, il va être formé, il va voyager à travers le monde. C'est ça qui est aussi extraordinaire. Mais on a le sentiment, ils ont tellement peur, tous ces jeunes qui sont sur des bateaux, qui vont traverser le monde, qu'ils sont anesthésiés par l'alcool. On a l'impression qu'ils sont manipulés. Moi, j'ai eu l'impression, en lisant ce récit, qu'ils sont à la fois impuissants, ballottés d'un lieu à l'autre. Voilà, ils doivent tuer, ils doivent tirer, ils doivent se protéger. Puis il y a la mort qui les guette. Comme vous le disiez, il y a un peu un mouvement paradoxal chez mon personnage, qui d'un côté, il veut à tout prix combattre. Il se présente, il a 17 ans, on le refuse, puisque sa mère ne donne pas l'autorisation, comme vous le disiez. Et surtout, moi, ce qu'il m'a raconté, ce qui est strictement authentique, c'est que lorsqu'il va passer des examens médicaux pour s'enrôler, médicalement parlant, il n'était pas apte. Et il leur dit, écoutez, reprenez ma tension dans 5 minutes, je suis très stressé. Effectivement, la tension a baissé, donc on le prend. Et puis après, quand il se retrouve en formation en Floride, un matin, un officier vient les voir, demande quel est son QI. Enfin, apparemment, ils avaient fait des tests de QI. Il avait 135 de QI. Bon, donc, il dit, écoutez, c'est parfait, vous en faites un officier. Ce qui voulait dire qu'il échappait au front, il restait aux États-Unis, il avait seulement 3 mois de formation. Enfin, sa vie aurait été tout autre. Il veut pas. Il dit, je veux pas. Il est convoqué en cour martiale, et il continue, il veut vraiment se battre. Enfin, et effectivement, comme vous le disiez, de l'autre côté, donc après, ça c'est la partie de son destin qu'il semble pouvoir maîtriser. De l'autre côté, lorsque vous vous retrouvez dans une base américaine, que vous avez 30 puis 35 missions à faire, et qu'en général, la plupart des avions étaient abattus au bout de la 5e, donc en fait, votre espérance de vie, elle était très faible, et la plupart des jeunes qui arrivaient à cette base étaient tués quelques jours après leur arrivée. Enfin, c'est ça qui m'a bouleversé quand j'ai découvert tout ça. Le USC Air Force, en fait, avait le plus fort taux de mortalité de toute l'armée américaine. Il y a 26 000 Américains qui sont morts, qui étaient stationnés en Angleterre, qui sont morts, et le taux de mortalité était le plus élevé, moi je l'ai appris, que l'armée de l'air, que la marine ou l'armée de terre. Ce qui voulait dire que les bases, les dortoirs dans lesquels ces jeunes étaient parqués, parfois une escadrille remplaçait le soir même ceux qui étaient morts en mission le matin, et qu'effectivement, comme vous le disiez, pour tenir, il y avait l'alcool. Il y avait l'alcool. Et là, je lis un passage. « Mes nuits d'Europe fourmillaient d'histoires sans queue ni tête, entremêlant dates, lieux, langages. Je parlais yiddish, hébreu, anglais, russe, parfois même allemand. Rose, sa femme, revenait sans cesse dans mes élucubrations, dont je gardais quelques rares éveils, images à mon réveil. Et il voyage avec elle, mais dans un état parfois d'hébétude. C'est vraiment ça qu'on voit.
que je trouve très intéressant. D'habitude, il y a aussi peut-être un petit peu de fantasmagorie. Enfin, je Ouais. pense qu'il faut se réinventer. Quand vous êtes plongé dans ce genre de cauchemar, il faut maintenir autour de vous une espèce de bulle, Ouais. un petit peu comme ça, qui échappe à la violence brutale à laquelle vous êtes confronté, surtout à la mort qui est permanente, parce qu'en fait, si vous-même vous êtes physiquement, vous survivez, vous n'avez que des histoires de mort autour de vous. Mais Ouais. c'est ça qui me... Je sais pas Et, comment et ils ce faisaient. qui- et ce qu'il faut avancer dans votre livre, mais ce qui est passionnant, c'est qu'à la fin, il va s'en sortir en devenant un travailleur comme postier. Il voit les gens et que ça va le sauver, d'aller parler, d'aller leur apporter le courrier, de tisser des liens, parce qu'il est dans l'humain, lui, il a besoin d'humain, et ça va le sauver. C'est assez étonnant. Bah, En fait, mon livre raconte la guerre, mais aussi l'après-guerre. Ouais. Et j'étais aussi intéressé par les scènes de combat dont je parlais tout à l'heure, de la guerre, Ouais. mais aussi de voir comment on survit à la guerre. Ouais. Et ce qui est intéressant chez mon personnage, c'est de voir comment, quelque part, il continue la guerre sous d'autres formes. Ouais. C'est plus contre Oui. les autres, c'est contre lui-même qu'il doit Contre lutter. lui-même, ses enfants parfois contre lesquels il Ça est a en été guerre. compliqué. Et ça, c'est très très bien. Et puis il bricole avec sa vie. Et puis il a une force de vie, au fond, comme Rennes. Hein. Je pense que Ça, ils ont enfin, aussi Il ça. est très émouvant, Et- le et- et personnage du livre de très- Fabrice, ouais. vraiment. Quelqu'un qui Il a est- un côté à la fois solaire, Oui. mais comme on nous parlait tout à l'heure, pour les personnages d'Élise, il avait, moi c'est ce que sa fille m'a raconté, moi je l'ai pas vu ce jour-là, je l'ai vu seulement sur son jour solaire, mais Mhm. sa fille m'a raconté voilà, qu'il y a des moments où il s'absentait, il y a des moments où vous Elle- étiez comme ça à un dîner, Elle il dit était à qu'il côté est de un vous. homme à éclipse. Exactement, et en fait, là, d'un seul coup, son front comme ça se plissait, son regard devenait un petit peu noir, et sa fille me disait, mais mon père n'était plus là. En fait, je connaissais mon père en partie, et il y a une partie de lui que je ne connaissais pas parce que je ne savais pas où il était quand il s'absentait lors d'un repas de famille, ou d'un seul coup, comme il commençait à avoir une vision sombre, des propos un peu désabusés, Mhm. auxquels on n'était pas habitué. Mais voilà, vu ce qu'il a vécu, je pense que ça ressurgissait, et d'un seul coup, il replongeait et il s'absentait de l'assemblée dans laquelle il était plongé, quoi. Moi, on aura beaucoup, beaucoup d'autres choses à dire parce que vos livres sont tellement riches. Mais moi, vraiment, cette vertu, c'est des livres qui vous emportent loin et qui vous font quitter votre zone de confort. C'est qu'on est vraiment au- dans les sensations de ces personnages, au cœur de ces personnages, je trouve, avec des modes romanesques très différents. Mais je trouve que là, on est au cœur même du roman. Et ça, c'est formidable, quoi. Et c'est au fond rare d'aller loin comme ça avec ces personnages. Il faut vous lire tous les deux. Donc Élise Lévin, bravo pour ce premier roman qui est magnifique, Les courants d'arrachement, donc c'est chez Grasset, et Fabrice Lardot, Les fantômes de Paul Tavat chez Heliopol. Et c'est vrai que je n'ai pas dit que vous étiez par ailleurs écrivain, romancier, journaliste et éditeur. Oui, je On le dirige dit. une collection Chartot qui s'appelle Voilà. Versant Intime, Très belle de maison livres d'entretien. aussi. Ben voilà, donc 2 livres à lire. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. En Israël, des millions d'Israéliens vivent aujourd'hui au rythme des sirènes et des abris. Dans l'urgence, le FSJU agit aux côtés de l'ONG israélienne La Tête, acteur majeur de l'aide humanitaire dans le pays. Il faut renforcer la distribution de colis alimentaires et soutenir les personnes les plus vulnérables. La Tête et le FSJU peuvent le faire grâce à une logistique déployée dans les abris en coordination avec les autorités civiles. Pour poursuivre et intensifier ces actions, nous avons besoin de vous. Soutenez le fonds d'urgence FSJU La Tête. Faites un don dès maintenant sur israël.fsju.org. Vous avez plus de 60 ans et résidez sur Paris-Île-de-France.